Autorisation. On va commencer le shiur. Alors le shiur ce soir, le sujet du cours de ce soir, c'est sur le bien qui est en chacun d'entre nous. En fait, on va expliquer comment ça marche et tout. On va voir que chaque personne, en fait, elle est composée de bien et de mal. Et généralement, on a tendance à mettre de côté le bien qui est entre nous, qui est à l'intérieur de nous, pour mettre en surface, on va dire, les mauvais côtés, etc. On va voir comment ça marche, ce système-là. Pourquoi Hachem il a fait ça, comment utiliser ces avantages et ces inconvénients qu'on a. En fait, dans les Pirkei Avot, comment ça s'appelle, il y a un Rabbi Yochanan ben Zakkai, il donne à ses élèves, il leur dit sortez dehors et dites-moi quel est le meilleur trait de caractère, la meilleure mida à avoir. Alors chacun il ramène un truc et Rabbi Elazar il dit la plus haute mida c'est Lev Tov. Lev Tov c'est quoi? Un bon cœur. Lev Tov il ramène Lev Tov et je vous ramène les autres qui disent Chaver Tov. Rabbi Yoshua il dit Chaver Tov. Rabbi aussi dit Shachen Tov. Alors Chaver Tov c'est un bon ami. Okay. D'avoir un bon ami, c'est quelque chose qui peut nous donner à réussir dans la vie. Un vrai ami, quoi. Shachen Tov, un bon voisinage. Là où vous mettez une personne, c'est ce qu'elle deviendra. C'est-à-dire, si vous la mettez avec des gens qui sont tzadikim et tout, cette personne-là, elle aura tendance à suivre les actes de la société dans laquelle elle se trouve. Et inversement, si jamais, c'est-à-dire que comment arriver maintenant à être un tzadik? Il y en a un, il dit d'être dans un endroit où il y a des tzadikim, là où il y a des gens qui vont pousser à les imiter, parce qu'une personne, elle a tendance à imiter la société dans laquelle elle se trouve. D'accord? Donc, si maintenant elle est dans une société de gens bien, automatiquement, elle a envie de faire du bien. Si elle est avec une mauvaise influence, alors automatiquement, ça fait cette personne-là, elle peut complètement, alors que c'est quelqu'un de bien, c'est un enfant qui était gentil, les copains à l'école, etc., ils l'ont détourné, il est devenu turbulent. Pourquoi? Pas parce qu'il est comme ça. Ses parents, en général, ils sont choqués. Quoi, mon fils, il est comme ça, etc. Mais à la maison, il est hyper sage et tout. Pourquoi l'influence? L'influence, Rabbi Shimon, il dit quoi? Aro et Anolad, celui qui arrive à envisager les choses. Ça, c'est un bon trait de caractère. Et Rabbi Lazar, il dit Lev Tov. Lev Tov, c'est un bon cœur. Lev Tov. Sur ça, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit de tout ce que vous avez dit, c'est compris dans les paroles de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il a dit Lev Tov. Automatiquement, quelqu'un qui a le Lev Tov, il aura tout ce que vous avez dit. C'est la plus grande des midas à atteindre, comme ça il dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit c'est d'avoir le bon cœur. C'est quoi le bon cœur? C'est quand on dit quelqu'un il a bon cœur. On va dire ouais, il est gentil. Non, c'est quoi bon cœur? C'est quelqu'un qui arrive. Comment ça se détermine? Quelqu'un qui arrive tout le temps à voir le bien, c'est quelqu'un automatiquement qui a bon cœur. Vous voulez savoir le cœur d'une personne? Écoutez son discours. Si c'est un discours négatif, qui parle de mal, qui voit le mal, qui se plaint, qui voit tout le temps, c'est que son cœur, il est comme ça au fond. Alors des fois, il est comme ça temporairement. Des fois, c'est des périodes. Une personne, elle est pas bien et donc elle voit tout mal. Et des fois, mais généralement, on voit, il y a des gens, on essaie de les éviter. Ouais, tout le temps, il est méchant celui-là, tout le temps, il met le seum et tout. Il y a des gens comme ça, quoi qu'on parle, tout le temps le mal, les trucs, les machins. Non, mais celui-là comme ci, celui-là comme ça, etc. On ne parle pas de la shonara. Si on parle d'une personne, elle voit automatiquement les mauvaises choses. Elle ressent les mauvaises choses, elle porte la poisse comme ça. Vous connaissez, ces gens-là, c'est que leur cœur, il est comme ça. Leur cœur, la vie, elle a endurci leur cœur. Ils sont fait arnaquer, ils sont fait trahir, ils ont divorcé ou quoi que ce soit. Donc, leur cœur, il est devenu endurci. Et maintenant, ils voient, leur regard, il sera l'origine de ce qu'ils vont interpréter, ça vient de ce qu'ils ont dans le cœur. Je donne un exemple. Le Baal Shem Tov, il dit, les Chachamim, ils disent, Kol ha-posel, bemumo posel. Tout celui qui possède, qui rend une chose négative, qui critique une chose, en fait, il critique son défaut. J'explique. Quelqu'un qui va, par exemple, il voit un rave en train de faire un cours, et lui, il va regarder maintenant comment il voit, il y a toute une synagogue comme ça, des 200 personnes qui sont en train d'écouter le cours.
Et lui, il regarde comme ça, et il voit, il dit, quel orgueil. Il est orgueilleux, ce Rav, comme ça, là, devant 200, 300 personnes. Non, lui-même, en fait, son défaut, c'est l'orgueil. Okay, et dans son regard, il s'imagine que le Rav, comme lui, à la place du Rav, il aurait pensé ça. Il aurait dit, ouais, t'as vu tout ce monde qui est venu pour moi, etc. Donc, il imagine que le Rav aussi, il a ce trait de caractère, ce défaut. C'est-à-dire, tout ce qu'une personne elle voit comme défaut chez une autre personne, en fait, c'est que ses défauts à elle. En fait, elle se met dans elle imagine dans son état d'esprit à elle, comment elle aurait vécu la scène. Et par rapport à ça, elle dit, t'as vu celui-là, comment il est orgueilleux. Mais en fait, c'est toi qui es orgueilleux. Et tu t'imagines, comme tu aurais été orgueilleux à sa place, donc tu t'imagines que lui, il est orgueilleux. Mais peut-être que lui, au fond, il n'en a rien à battre. En fait, c'est-à-dire que maintenant, regardez bien tout ce qu'on juge. Oui, t'as vu celui-là, comment il m'a pris de haut. T'as vu celui-là, comment il m'a parlé. Maintenant, moi, j'imagine que qu'à sa place, j'aurais réagi comme ça. Donc, j'imagine que lui, il a pensé ça dans sa tête. Vous voyez le truc, c'est-à-dire quoi? En fait, tout vient du cœur. Le cœur, s'il y a un bon cœur, ce cœur-là, il a l'habitude de voir les bonnes choses, d'interpréter les bonnes choses. Automatiquement, la vue, les lunettes qu'il aura, il va voir du bien. Il va voir le bien chez les gens, etc. Et il va voir, c'est pour ça que le Rabbi Yochanan ben Zakkai disait le meilleur trait de caractère, c'est d'arriver à ce niveau, d'avoir un bon cœur. Arriver à voir les choses, les bonnes choses qu'il y a à l'intérieur de chaque chose, de chaque personne. Et pourquoi c'est ça? Attends, des fois, il faut voir le mal aussi. Il faut avoir un esprit critique des fois de la chose. Non, dans le mongol, c'est que ça. Je me rappelle notre prof de français, un jour en terminale, je ne sais plus, seconde, un jour elle nous a massacrés. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas l'esprit critique. Mais qu'est-ce que vous voyez ici? Et alors, elle nous a fait une leçon de morale que dans la vie, on ne va jamais réussir si jamais on n'est pas critique. Il faut tout le temps voir le mal, tout le temps voir ce qui ne va pas. Et comme ça, tu fais partie des gens qui sont les meneurs. Voilà, les meneurs, c'est les gens qui arrivent à voir le mauvais point et de mettre en évidence et d'envoyer des pics et de critiquer et d'attaquer, etc. Comme ça, il nous a fait une leçon de morale que si vous n'êtes pas des journalistes, en gros, des critiques, vous ne réussirez pas dans la vie. Maintenant, c'est des bêtises. Parce que ça, c'est dans le monde goy. Mais au fond, le mec, il fait ça à sa femme. Tu vois, par contre, ce repas-là, c'est magnifique. Hein. Mais tu vois, ouais, il manquait les champignons là-bas dans la salade. Il n'était pas. Quel rapport? Il va chercher le petit. On est habitué à ça. Ça, c'est lèvera. Le cœur, il est habitué, il est endurci, il est habitué à voir le mal. Il est méfiant, etc. Là, on nous dit, il faut avoir bon cœur. Si tu as ça, tu as tout gagné. Pourquoi? Vous allez comprendre. Il faut savoir que bien sûr, ça se travaille. C'est un entraînement. Le cœur, c'est un muscle, entre parenthèses. On entraîne à voir le bien. Mais il faut savoir, en fait, comme ça, dans la Kabbalah, etc., ils expliquent que chaque chose au monde, okay, elle est représentée spirituellement par des forces du bien et des forces du mal. Comme à l'image d'un fruit, où il y a le fruit et l'écorce, et la peau. Okay, par exemple, une orange, il y a le fruit. La peau, si vous enlevez la peau, vous revenez 3 heures après, elle va sécher. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui lui donne de la vitalité? C'est le fruit. Les forces du mal, qui leur donne leur vitalité? La Gdusha, le bien, les forces du bien. C'est-à-dire que chaque chose, en fait, il y a un mélange entre les deux. S'il n'y a pas de bien, donc les forces du mal ne peuvent pas tenir. Donc ça veut dire quoi? Que maintenant, même vous prenez le plus grand des Réchaïm, au fond, s'il existe, c'est qu'il y a du bien en lui. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de bien en lui, il ne peut pas exister. Il n'a pas de vitalité. Il ne peut pas puiser de lui. Il ne peut pas puiser de quoi vivre. C'est forcément, c'est la preuve qu'il y a quelque chose de bien. Ça peut être une toute petite chose, une petite étincelle. Il y a des tzadikim, ils ont une petite étincelle de mauvais, on va dire, mais ils ont que du bien. Ça, c'est facile à voir le bien dans ces gens-là. Mais en tout cas, chaque chose, même des objets, etc., ils sont forcément, s'ils sont dans ce monde-là, comme ça il dit le Rambam, il dit que si une chose elle est dans ce monde-là, c'est forcément qu'elle sert Hachem. Dans le bien comme dans le mal. Parce que Haman, même dans le mal, il a voulu tuer les Juifs. Grâce à lui, on a fait tchouva, etc. Donc finalement, ce mal-là, il a apporté du bien. Il a servi les intérêts d'Hachem. Vous comprenez? Donc maintenant, pourquoi c'est important de savoir qu'il y a du bien et du mal? Parce que maintenant, si je sais qu'il y a du bien chez chacun d'entre nous,
alors ça change tout. Parce que maintenant, je peux arriver à identifier le bien parmi chaque personne. Ok, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte en fait, vous allez voir un truc incroyable, que une personne elle-même, elle peut se juger bien. Et aujourd'hui le fléau qu'il y a, c'est qu'une personne, pourquoi elle n'arrive pas à avancer? C'est que forcément, tellement qu'elle est habituée à voir le mal, après, elle voit ça chez elle. Et automatiquement, elle voit tous ses défauts. Et elle voit combien elle manque de confiance. Elle perd confiance en elle. Elle n'arrive pas à avancer. Elle n'arrive pas à se dire que je peux réussir. Que tout le temps à se dire, je ne sais pas si je vais être accepté dans ce job. Je ne sais pas si cette personne-là va me plaire. Je ne sais pas si je vais lui plaire. Je ne sais pas si je vais réussir dans ça. Je ne sais pas si je vais être en bonne santé. Tout le temps à voir le mal, à être pessimiste. Et automatiquement, on n'arrive pas à avancer. Une personne n'arrive pas à avancer parce qu'elle se voit comme quelqu'un entre guillemets, de rachat, alors que c'est faux. Forcément, il y a en chacun d'entre nous, il y a du bien, même dans le pire des rachats. Alors, comment on fait avec le pire des rachats? C'est simple. Même si, regardez comment c'est fort. Par exemple, le Rav Zamir Cohen, il disait que l'un de ses bras droits, un jour, il a montré une photo. Il voit, il dit, regardez cette photo. Il voit, c'est lui avec un kéfier devant les soldats israéliens, genre avec les Palestiniens, quoi. Genre face aux soldats israéliens, en train de manifester. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu faisais? Et il dira, je vous explique. J'étais à l'époque un gaucho, mais il n'y avait pas plus que moi. Pour moi, j'étais dans je menais le combat contre les Israéliens. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus prendre une terre qui ne leur appartenait pas. Ils ont sorti des gens de leur maison et ils ont fait... c'est injuste. Moi, je veux la justice. Et je suis désolé, même si ils ont gagné la guerre, on ne sort pas une famille de sa maison. Donc, j'ai pris la part des Palestiniens. Jusqu'à que j'ai appris qu'en fait, cette terre-là leur appartenait. Il lui manquait des informations. Il pensait que les mauvais rôles, c'était les Israéliens. Mais en fait, de base, la terre leur appartenait à eux. J'ai ouvert la Bible, j'ai vu qu'en fait, ce pays-là, il était promis depuis l'époque, etc. J'ai compris qu'en fait, tout ça, c'était un truc. J'ai compris l'histoire des Palestiniens, qu'en fait, c'était un peuple qui a été monté de toutes pièces une fois qu'ils sont arrivés, qu'ils n'étaient jamais là avant, etc. C'est des Jordaniens, des machins, etc. Et ils ont dit tant qu'à faire, on va réclamer aux Israéliens la terre, on va réclamer aux Jordaniens. Les Jordaniens, ils les envoyaient balader. Bref, tout un montage, j'ai compris. Et donc, je me suis investi dans la Torah. J'ai vu la beauté de la Torah. J'ai vu que ça ne pouvait pas être écrit par un homme. Et j'ai fait tchouva. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, imaginez-vous, c'est le bras droit de Rav Zamir Cohen. Hein? Et donc, comment ça s'appelle? Le Rav Zamir, il a ramené cette histoire-là pour dire, c'est incroyable parce que en fait, ce mec-là, on l'aurait vu à l'époque. On aurait dit quoi? Mais regarde c'est Rechaim. Le mec, il est contre des juifs. Il est avec les Arabes, un juif maintenant. Il est avec ses Arabes, il met tous ses moyens, toutes ses forces, tout son argent, toute son énergie pour combattre ses frères. On aurait dit quoi? C'est un rachat. Lui, regardez comment c'est incroyable. Cette personne-là, elle a quelque chose de tzaddik en elle. C'est quoi? Elle cherche la vérité. Elle cherche la justice. Maintenant, il l'utilise mal. Mais cette caractéristique, elle est incroyable. Parce que si maintenant on la met dans le bien, regardez jusqu'où il peut aller. Il cherche le bien, il cherche le Hémed, il cherche Hachem, donc il va aller jusqu'au bout. Maintenant, là, il avait des mauvaises informations, il a été détourné. Donc, automatiquement, il s'est retrouvé dans le mal. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chaque personne, je peux arriver à sortir le bien d'elle et ça me change toute la donne. Parce que je ne suis pas obligé de la haïr. Je ne suis pas obligé de la détester. Je dois détester ses actes. Je dois me battre de toutes mes forces contre ces actes. Quelqu'un qui est contre Shabbat et les Lieberman et compagnie. Il faut se battre à 200 à l'heure. Pourquoi? Parce qu'ils veulent déraciner la Torah, ils veulent déraciner Shabbat, ils veulent déraciner les mitzvot, etc. Donc ça, il faut se battre. Maintenant, est-ce que j'ai de la haine contre l'être qu'il est, la neshama qu'il est, le bien qu'il a en lui? Non. Il a quelque chose que s'il mettrait dans le bien, il pourrait arriver très loin. Maintenant, malheureusement, il utilise toute sa force pour détruire le bien. Mais si jamais il se mettait il mettait cette caractéristique dans le bien, il serait arrivé très loin. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, il faut arriver à mettre en évidence le bien parmi la personne, sans compter ses actes. Ces actes-là, il faut se battre de toutes ses forces pour pas les laisser faire leurs avérotes, mais en tout cas, l'étincelle de bien qu'ils ont en eux, il faut la mettre en évidence. Il dit Rabbi Nachman de Breslev
Il dit comme ça. Il appelle ça Nekuda Tova. Quelle Torah? Je me rappelle plus aussi. L'écouter Moran, il ramène là-bas. Resh Nintet, je crois. Bref, bon, en tout cas, il ramène là-bas Nekuda Tova. Il dit en chacun de nous, il y a une Nekuda Tova, un point de bien, une étincelle positive. Si on arrive à la mettre en évidence, alors regardez ce qu'il dit, comment c'est fort. Si on arrive à voir, donc si on arrive à la voir, alors on la fait dominer sur cette personne. Et automatiquement, si le point de bien qu'il a en lui, il domine, donc il va se retrouver à se transformer en bien. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a, disons, 99% de mal et 1% de bien. Si j'arrive à mettre en évidence ce 1% de bien chez lui, donc ça veut dire que je fais de ce 1%-là le principal qu'il a en lui, ok, tout en le combattant. Attention, hein, on n'est pas en train de dire je vais mettre mes enfants au GAN avec ses enfants, je vais aller chez lui, l'inviter Shabbat, etc. Non, je vais me battre de toutes mes forces contre lui, mais pas avec de la haine. De la haine contre ses actes, oui, mais pas de la haine contre lui. Je mets en évidence le point qu'il a et dire, ouais, tu te rends compte quand même, si tu mettais toute ton énergie dans la Torah, dans les mitzvot, jusqu'où tu dirais, waouh, je vois en toi la divinité, un point de, comment ça s'appelle, de bien qui peut t'amener très loin. On met en évidence, c'est dire à Menachem Breslev, et à ce moment-là, ça fait que le bien, il devient le principal chez lui, et donc automatiquement, tout se transforme. Il dit comme ça que c'est la solution pour en terminer avec les Réchaïm, c'est de voir le bien qui est en eux. Alors imaginez-vous avec nous, combien on peut, si on arrive à voir le bien qui est en nous, combien on peut se transformer? Combien une personne elle peut sortir de ses dépressions? Rien qu'elle voit le bien, de se dire, ok, j'ai pas réussi là en ce moment dans mon travail, j'ai des problèmes de parnassa, j'ai des problèmes avec ci, mais 2 secondes, j'ai amené des enfants, j'ai fait quelque chose de bien, j'ai une maison. Si elle arrive à voir le bien, les avantages qu'il a, cette personne-là, elle peut faire dominer chez elle le bien et automatiquement transformer toute sa vie, transformer son intérieur. C'est ce qu'on appelle le left-off. Vous avez compris maintenant? Left-off, c'est d'arriver à s'entraîner à avoir tout le temps le bien. Tout le temps. Chez la personne, chez moi-même, chez ma femme, chez mes enfants. Et d'arriver à sortir ça, le mettre en évidence en disant non, il est tzaddik. Il a cette nekuda de tzaddik. Il a ce point de tzaddik. Rabbi Nachman Breslev, il dit aussi un autre truc. Il dit comme ça que une personne, si elle arrivait à exprimer le côté de sa neshama qu'elle a, c'est ce point-là qu'on ne voit pas des fois, si elle arrive à l'exprimer à fond, elle pourrait amener quelque chose au monde qu'aucune personne depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps ne pourrait amener. C'est-à-dire qu'imaginons, on a en chacun d'entre nous un avantage qu'aucune personne, depuis Adam Arishon jusqu'à la venue du Mashiach, ne peut faire. C'est-à-dire qu'on peut faire à Hachem quelque chose. Comment on fait pour ramener cette Nekuda Torah? Il faut enlever les écrans. C'est quoi les écrans? Qu'est-ce qui nous sépare d'Hachem? Les avérotes, tout ce monde comme ça, qui nous retire de. Si on arrive à se connecter avec Hachem, on arrive à mettre en évidence, on arrive à augmenter les bonnes midotes qu'on a, les bons traits de caractère, et on arrive à casser les mauvais traits de caractère, la colère, les machins, on verrait ce point-là se mettre en évidence. On le verrait automatiquement parce qu'on augmente le bien qui est en automatiquement par l'intermédiaire des actes qu'on a. C'est pour ça qu'il faut apprendre la Torah. Il faut savoir comment y arriver. C'est-à-dire, on peut y arriver, mais même on prend la pire des personnes, on peut arriver, si elle arrivait à suivre le mode d'emploi qui est la Torah, mettre en évidence ce point qu'Hachem lui a donné, il pourrait faire quelque chose qu'aucune personne ne pourrait faire. C'est-à-dire quoi? De la même manière que Moshe Rabbeinu, les actes qu'il a fait, Hachem lui a dit, Moshe Avdi, il a dit Abraham, c'est mon bien-aimé. David Avdi, mon serviteur. Comme ça, Hachem, il dit en parlant de Abraham que c'est son bien-aimé. Quoi, Abraham, il a réussi à faire comme ça, donner du plaisir à Hachem. Eh ben, chacun d'entre nous, on a cette nekuda qui peut arriver à ce que Hachem, il dise Nathan, mon bien-aimé, ou Michael. Chacun d'entre nous, Hachem, il peut trouver un plaisir de nos actes. On a ce point-là. Et faire quelque chose qui peut, c'est-à-dire on ramène le petit boulon comme ça dans le moteur qui va faire en sorte que le moteur il marche, que la voiture elle peut avancer.
il y a une différence comme ça qu'on voit dans le. Vous allez comprendre maintenant la différence. On dit Akol Letova et on dit Gamzo Letova. D'après vous, c'est quoi le meilleur? Alors, je dis Gamzo Letova, c'est Ish Gamzo, Nahum Ish Gamzo, c'était le maître de Rabbi Akiva. Il disait Gamzo Letova, ça c'est pour le bien. Voilà. Rabbi Akiva, il disait Akol Letova, tout est pour le bien. Mais non, Rabbi Akiva, c'était l'élève de Ish Gamzo, qui disait Gamzo Letova. Je vous raconte des histoires. Nahum Ish Gamzo, tout le temps, il disait, on l'appelait Ish Gamzo, pourquoi? Parce que tout le temps, il disait Gamzo Letova. Ça aussi, c'est pour le bien. Et un jour, le César, il a mis un gros. Il a mis un mauvais décret sur l'âme Israël. Il leur a dit si vous ne m'amenez pas des cadeaux, je fais partir le décret. Bon, ils ont dit on va envoyer Nahum Ish Gamzo, lui, il y a des miracles avec lui, il va réussir. Les Hachem, ils lui ont donné un coffre avec des bijoux, de l'or, de l'argent, etc., pour pouvoir essayer de soudoyer le César. Bon, et lui part comme ça, Bessimcha, tranquille, il est pépère, il sait qu'Hachem il est avec lui, tout ce qui se passe c'est Gamzo et Tova, et il avance comme ça, il se retrouve dans une auberge, là-bas ils ont capté, il avait un petit trésor avec lui, une petite mallette comme ça sympathique. Dans la nuit, ils l'ont volé, ils ont pris donc tous les diamants, l'or et tout, et ils ont mis à la place du sable. Ils ont refermé. Lui, il repart, il vérifie même pas, il arrive comme ça dans la cour du roi, et le roi il lui dit j'ai ramené des cadeaux pour le roi, de la part du peuple juif. Ok, ouvrez le coffre. Ils ouvrent le coffre et ils voient du sable. Alors même lui, il est choqué. Alors, tout de suite, il déclare Gamzo Letova. Bon. Il a marqué comme ça. Eliyahu Hanavi, il a pris l'apparence d'un des conseillers du roi. Le roi en furie, imaginez-vous. C'est quoi cet affront? Tu te fiches de moi, etc. Machin. Il voulait tout de suite lui couper la tête. Maintenant, Eliyahu Hanavi prend l'apparence d'un de ses conseillers au roi, qui lui dit attention, voix d'Améler, 2 secondes. Peut-être que j'ai entendu dire que leur ancêtre Abraham, il avait du sable qui jetait sur ses ennemis, ça se transformait chaque grain de sable en flèche. Vous connaissez ce midrash? Abraham, quand il a combattu les 5 rois, 4 rois, il était avec Eliezer. Hachem lui a fait un miracle, il prenait des poignées de sable. Ils étaient 2 contre une armée. Ils prenaient des poignées de sable et les jetaient. Chaque grain de sable, il se transformait en flèche. Et comme ça, ils ont réussi à repousser les armées. Ils ont gagné la guerre comme ça. Maintenant, le conseiller dit au roi, peut-être que c'est le sable d'Avraham Avinu. Très bien, amenez ça le roi, il combattait il avait une province qu'il n'arrivait pas à conquérir. Il a amené ça au fond. Ils ont amené le coffre, et effectivement, chaque poignée qu'ils prenaient les soldats, ils jetaient, ça se transformait en flèche. Hachem, il a fait un miracle, que le sable, c'est le sable d'Avraham Avinu. Ils l'ont recouvert d'or, et de diamants, et de perles, et d'argent. Ils ont dit, tu seras gâté, on a lu la Xéra, etc. Grâce à toi, des années qu'on n'arrive pas à conquérir ce peuple, tu nous as sauvé la vie. Il revient, tranquille. Il repart, je vous raconte la fin du stade de l'histoire. Sur le retour, il s'arrête encore dans l'auberge. Là-bas, ils ont dit qu'est-ce qui se passe? Ils t'ont rien fait là-bas? Ils savaient très bien qu'ils allaient lui couper la tête, normalement. Il dit non, il leur raconte l'histoire. Quoi? Mais c'est-à-dire que notre sable de notre jardin, il est magique. Ils sont partis, les grenades mêlées. Regardez, on nous a ramené le même sable d'Avraham Avinu. Ils ont vu que ça ne marchait pas, ils leur ont coupé la tête. Comment Hachem, le Ben Israël dit, à partir du moment où il a dit Gamzo et Tova, Hachem, il a retourné le scénario. Il devait mourir. Maintenant, comme il a vu le bien, tout s'est retourné. Maintenant, Rabbi Akiva, son élève, lui disait Akol les Tova. Je raconte l'histoire. La Gemara nous ramène une autre histoire. Il se baladait un jour avec son âne, son coq, et il avait une bougie. Pourquoi? L'âne pour se déplacer, le coq pour se réveiller le matin, c'est le réveil, et la bougie pour étudier la nuit. Il arrive dans la ville, et il attend maintenant, il allait dans la synagogue, généralement là-bas, il voit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas où dormir, il l'invite. Maintenant, personne ne l'invite. Au contraire, là-bas, le mec, il lui fait un rapport, il dit, sors, allez hop, il n'y a personne dort ici. Et il se retrouve tout seul. Il dit, bon, je vais dormir à la belle étoile. Il est parti là-bas dans la forêt, il a allumé sa bougie. Là, avant de partir, il a dit, Akol et Tova. Bon, qu'est-ce que...
Hachem, il veut pas qu'on dorme ici. D'accord, ok. Il va dormir là-bas dans la forêt, à la belle étoile. Il s'installe. D'un coup, il entend un loup arriver. Ah, il va se cacher. Il essaie de monter sur un âne. Hop, son âne éclaté. Son âne est mort par terre. Top. À Kol et Tova. Non, c'était un lion, pardon. Un lion, il a attrapé le. Il finit, il commence à étudier avec sa bougie. D'un coup, il entend un loup. Et là, son coq, bah, qu'est-ce qu'il dit? À Kol et Tova. Il me reste que ma bougie pour étudier. Heureusement qu'on a la Torah. Il commence à étudier. Un vent terrible qui lui éteint la bougie. Ah, c'est pas possible. Bon, à Kol et Tova. Il faut dormir. Apparemment, il faut dormir plus tôt ce soir. Il s'est endormi. Et il se réveille en entendant des bruits. Il ouvre les yeux, il voit qu'il y a des gens autour de lui, enfin pas autour de lui, qui sont passés devant lui. C'était des pirates ou des bandits, quoi. Ils ont mis à feu et à cendre ils ont pillé la ville. Il y a eu des morts, etc. Ils ont fait un carnage. Maintenant, il a compris, il a entendu Bédamidage, il a dit, je vous ai dit que tout ce qu'Hachem il fait, c'est les Tova, Akol les Tova. Pourquoi? Parce que si mon âne, si j'avais été avec moi, si j'avais dormi là-bas déjà, j'aurais été mort comme tous les gens qui habitaient dans la ville. Donc je suis parti là. Mais non, c'est pas tout. Peut-être que là-bas, il m'aurait trouvé. L'âne, il aurait fait un bruit, quoi que ce soit, il aurait entendu des bruits. Il aurait fait un mouvement, il m'aurait trouvé. Le coq, il aurait pu aussi la bougie. De loin, ils auraient vu une lueur. Ils seraient venus. Donc Baruch Hashem, Akol les Tova. Maintenant, la question elle est comme ça. Qu'est-ce qui est mieux, Gamzo les Tova ou Akol les Tova? La première histoire ou la deuxième histoire? Qui a, selon vous, le plus haut niveau? La deuxième, je pense, la première. La colle. Parce que c'est tous les Tova, pas Gamzor. Oui, c'est la colle. Parce que c'est tous les Tova et pas Gamzor. N'oubliez pas que le premier c'était le maître de Rabbi Akiva. Je vais pas dire le terreau. C'était de. Quoi? C'est connu, quoi. Encore moi. C'est connu que c'est pas connu pourquoi. Ah, pourquoi? C'est ce que tu vas dire pourquoi Bon, alors je vous dis, Parce que c'est tous les Tova, pas Gamzor. hein. Alors je vous rappelle que Rabbi Akiva c'était l'élève donc l'élève généralement ce qui peut déduire de son rave, ça peut être que moins bien, forcément. En fait, les commentateurs disent c'est Gamzol et Tova. Pourquoi? Parce que Gamzol et Tova. Ouais. Regardez, vous allez comprendre. Je vous explique. C'est simple dans les mots. Dans les mots, c'est une finesse. Quand je dis Gamzol et Tova, cette chose-là maintenant, elle est pour le bien. Je fixe le point de bien qu'il y a, même si je ne le vois pas, je sais qu'il est là. Akol et Tova, c'est-à-dire que je ne le vois pas, je ne comprends pas que c'est pour le bien, mais j'imagine que ça va finir pour le bien. C'est-à-dire que je ne peux ne jamais avoir j'ai pas mis le point maintenant sur le bien qu'il y a dans cette chose-là. Je ne comprends pas, mais je sais qu'à la fin, ça va être pour le bien, que je le vois dans ce monde-là, ou qu'on me le montre après 120 ans, tout le film, etc. Tandis que Gamzol et Tova, lui, dit non, cette chose-là, elle est bien. Il y a un point, on a expliqué. Il y a un point de bien, et ça qui dit. C'est quoi ce zo? Comme si qu'il me montre du doigt. Gamzo, ça. En plus, il est au féminin. C'est quoi cette nekuda? Même ça, elle est Tova. Pas que le bien que je connais, que je le vois. Même ce que je ne vois pas, c'est les Tova. C'est-à-dire qu'ici, au présent, il voit le bien. Tandis que Rabbi Akiva, c'est dans le futur, je sais que ça va bien se terminer. Mais tout de suite dans le présent, je ne sais pas. C'est dur. C'est dur quand même. Vous voyez la différence? Ok. Donc maintenant, regardez comment c'est incroyable. À partir du moment, c'est quoi la ségoula ici? C'est à partir du moment où il a vu le bien ici, il a fait dominer le bien sur l'événement, et donc tout s'est retourné. Vous avez vu? À partir du moment où il a fait dominer, il a fait en sorte que ce point-là, c'est le principal dans la scène qu'il a vu. Donc automatiquement, tout s'est transformé. Le bien, il a dominé sur toute la scène, et donc là-bas dans son histoire, Ish Gamzo, d'un coup, le scénario, il est passé de catastrophique. Maintenant, on lui apprend. Et lui, il était pas sûr de lui, mais il s'est dit bon, déjà, j'ai des arguments, quoi. J'ai avec un coffre rempli de bijoux et de diamants, etc. Je suis bien, j'ai un avantage, j'ai une carte, j'ai un joker. D'un coup, l'horreur, le cauchemar, on lui montre c'est quoi du sable devant le roi, l'archouma, quoi.
Et en plus, tu fais un affront au roi, et on lui dit, il sait très bien qu'il va mourir. Et il arrive à se renforcer et se dire 2 secondes. Hachem, c'est lui qui a fait ce scénario. Ce scénario, s'il a fait, c'est forcément qu'il y a du bien. Donc, il vient ici, il ne se laisse pas embrouiller par ce que ses yeux lui montrent, et il dit Gamzoletova. Celui qui arrive à faire ça, on lui apprend, d'un coup, il reçoit une lettre comme ça, un truc 3800 shekels à payer, un truc, je sais pas, il ne sait pas d'où ça vient. Tout de suite, il a un genre de. C'est quoi cette histoire-là? Et il vient et dit Gamzoletova. Eh ben, c'est une ségoula, comme ça dit Ben Ishraï, que tout se renverse. Pourquoi? Vous comprenez? Parce qu'on a dit que chaque chose est composée de bien et de mal. Même s'il y a beaucoup de mal et qu'il y a très peu de bien, eh ben, s'il arrive à faire en sorte de décider que ce 1% de bien, c'est le principal, alors le bien, il prend le contrôle sur tout le scénario. Et donc, tout se transforme automatiquement. Maintenant, imaginez-vous aujourd'hui comment le Yitzhak travaille. Chaque chose, nous, même quand il y a du bien, on va prendre le point de mauvais et on va le faire dominer. Donc la personne, elle vit avec l'angoisse toute sa vie. Et non seulement ça, mais pas seulement ça, mais en plus, même si des choses devaient bien se dérouler pour elle, automatiquement, elle arrive à tout renverser dans le mauvais côté. Ma femme m'a raconté, ils ont organisé quand elle travaillait avec Ida Brout, elle a organisé des Shabbats, des soirées pour Ashdod. Elle a organisé un Shabbat avec le Rav Ben Chitrit comment ça s'appelle, au Merkazon, à la synagogue du Merkazon, à Yud Aleph. Et elle a eu quelqu'un qui était là-bas, une femme qui était sur place. Non, c'était un Shabbat super, il y avait traiteur, etc., les cours de Torah, vraiment, ils ont kiffé. Et ma femme a discuté avec une des personnes, une femme qui était sur place. Alors, comment c'était? Racontez-moi. Ouais, ça va. Quoi? Dites-moi. Non, elle voulait savoir. Peut-être qu'il y a eu un problème qu'on pourra arranger la prochaine fois. C'est quoi dites-moi. C'est pas ça, quoi. C'est quoi? Quel est le problème? C'est quoi? Il y avait pas à manger, il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de truc. Elle cherchait des gros problèmes, quoi. Non, je sais pas si. Dites-moi. Bon, je vous dis. En fait, il manque un petit peu de sel dans les repas. Imaginez-vous. C'est-à-dire que, attends, la première impression, comment c'était Shabbat, bof. C'est comme c'était pas parfait, donc automatiquement, maintenant, elle a expliqué gentiment, elle a dit, mais vous savez, madame, il y a des gens qui aujourd'hui, trop de sel, c'est pas bon. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent pas beaucoup de sel, et après les gens ils complètent. Ce qu'on appelle une salière, qui est sur la table comme ça, et les gens ils complètent sur le truc. Oui, puis il y en a qui ont besoin de. Voilà. C'est pas perdu, quoi. Le repas, il est pas perdu. C'est pas genre mince, c'est fini. Ouais. Donc maintenant, alors elle lui dit 2 secondes. Mais les cours, ils étaient comment? Super, génial. Ok, à part ça, la nourriture, elle était comment? Non, c'était super bon. Il y avait assez, c'était génial. Il y avait une bonne ambiance, magnifique. Alors quoi, c'est que ça? Tout de suite. Ouais, bon, c'est le monde il est comme ça. C'est-à-dire que automatiquement, on a l'habitude de voir. Non, j'explique pourquoi c'est comme ça. Le Tzara, comment il travaille? En fait, regardez bien quand une personne elle allume la télé, qu'est-ce qu'elle va voir du matin au soir? Que les infos, les mauvaises nouvelles, tu es au courant de ce qui s'est. Alors, jamais il y aura. Moi, j'aimerais bien faire un concept, vous dites ce que vous en pensez, d'infos où c'est que des bonnes nouvelles. Oui, mais ça ne marchera pas. Les gens, voilà, les gens, ils adorent les potins, ils adorent savoir. Il faut que ce soit piquant. Voilà, il faut que ce soit piquant, donc automatiquement, il y aura. Mais non, vous regardez. C'est vrai que tu fais des infos. Ouais, les gens, c'est pour. Ils vont plus regarder les infos. Un petit peu de truc, voilà, il y a une naissance là-bas, il y a une Brit Mila là-bas, il y a eu des trucs, là, on souhaite Mazal Tov à telle personne. Je sais pas, des trucs. Mais non. même dans ça, il pourrait ressortir le bon. Ah oui, les infos, ah ouais, voilà. Ouais. Donc maintenant, automatiquement, on se méfie parce qu'on entend que des catastrophes. On dit, attends, l'instant, il y a quelqu'un qui lui a demandé la route à sa fille. Attends, il va te kidnapper, il y a des trucs. Il a imaginé déjà un scénario catastrophique. En plus, avec les films que les gens ils regardent aujourd'hui, c'est des scénarios catastrophiques. Vous prenez un gosse aujourd'hui, on lui dit, pourquoi tu as peur du noir? Je veux dire, il s'imagine qu'il y a une poupée avec un couteau qui va lui sortir de Pourquoi? Parce qu'il est dans ça. Il est dans ces films. Hein? Où il va s'imaginer qu'il y a un fantôme. C'est-à-dire
Mais non, ça n'existe pas. Mais pourquoi il est dans ces trucs-là? Parce qu'il a vu tellement de films comme ça, hein, où il va s'imaginer maintenant, il a la chanson dans sa tête comme ça, le suspense comme ça, il voit la scène déjà de comment il va se retrouver en sang par terre au fond du couloir et il va se faire éclater. Pourquoi? Donc maintenant, automatiquement, on est comme ça. C'est le monde, il nous construit comme ça. Alors à nous de casser. Sachez un truc, que ce qu'il y a dans le monde, c'est force. Le Rav Shach disait comme ça. Il disait qu'un jour, quand on voudra savoir quoi faire et que la Torah ne pourra pas nous renseigner, on verra ce que le monde y fait et on fera l'inverse. Pourquoi? Parce que automatiquement, le monde, il est contre ce que la Torah le demande. Automatiquement. C'est-à-dire qu'une personne, le monde, il ne va pas la créer à être quelqu'un d'optimiste et de voir le bien. Automatiquement, ça va être quelqu'un de méfiant, qui va voir le mal. C'est comme ça. Il y a les points que la Torah elle donne, c'est des choses qu'on doit travailler. Donc, automatiquement, le monde, il va faire en sorte que naturellement, il va faire en sorte que ces choses-là soient faciles à acquérir. Tout est fast-food, tout est rapide. Alors que dans la Torah, on dit non, pour réussir, il faut savoir faire des efforts, il faut savoir se fixer des objectifs, il faut savoir voir le bien du truc. Entre parenthèses, le Shabbat, vous savez qu'on n'a pas le droit de trier. Par contre, il y a une seule chose qu'on a le droit de faire, de prendre le bon du mauvais. Vous savez ça? Quelqu'un qui retire, il a du riz avec des petits pois. Il n'aime pas les petits pois, il les retire dans son assiette, il les met de côté, c'est un sourd. Ça s'appelle trier. Voilà. Maintenant, s'il prend, sur tout ce qu'il a, il prend ce qu'il aime, il prend le bon du mauvais, c'est moutard, c'est permis. C'est le même principe. Ok. Donc, maintenant, on a vu l'importance. C'est quoi le left? Pourquoi maintenant le left-tov, c'est quelque chose qui regroupe tous les avantages, parce qu'en fait, le left-tov, c'est une personne qui va arriver tout de suite à mettre l'accent sur ce qu'il y a de bien chez l'autre. Automatiquement sur soi-même. Aujourd'hui, les gens, ils sont dépressifs. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient que le mal chez eux. Ils n'arrivent pas à voir le bien, ils n'arrivent pas à voir ce qu'ils font en bien et tout. Donc, ils sont déprimés. Quand vous regardez, vous savez que le cerveau, il marche de façon… C'est ça ce qu'on dit. Le cerveau, comment il marche? C'est des associations d'images. Faites le truc, vous allez voir que si vous allez entendre, par exemple, une musique d'il y a 10 ans, tout de suite, vous allez avoir un souvenir. Le mec, il va repenser aux vacances de 99. Putain, mais il va entendre une musique. Ah, tu vois, il va se replonger dans l'image, le sable, comment il était là-bas dans tel truc. Tu vas lui mettre une autre musique. Ah, Juan-les-Pins en 2004. Tu vas lui mettre un truc, Provence, machin, je sais pas quoi. Tu vas lui mettre une musique. Ah, ça me rappelle l'hiver à Paris à cette époque. Je venais de changer de métier. Maintenant, imaginez-vous, vous lui dites un mot, il va avoir un sentiment positif ou négatif. Vous lui dites Paris. Si je vous dis Paris, à quoi vous pensez? Là, ils vont me dire, moi j'ai des bons souvenirs. Je vois la baguette, je vois voilà, le PSG. Mais là, tu vas dire Paris, il va voir le gris. Tout est gris. Si je te dis Barbès, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un bon. C'est le métro. Le mec, il va avoir le seum. D'un coup, il va sortir le métro. Deauville. L'avion. Chaque chose, hein? Exactement. Exactement, même des odeurs. Il sent un truc, ça le replonge dans une ambiance même d'il y a 15 ans. Maintenant, si une personne… Donc, faites ce jeu-là un jour. Posez-vous des trucs comme ça, des mots comme ça, clés, et vous voyez ce que vous ressentez. Qu'est-ce que ça vous… Faites ça avec quelqu'un, vous allez voir, est-ce que c'est positif ou négatif comme sentiment qu'on a? Parce que le cerveau, tout de suite, il associe une image. Tu viens, tu donnes des mots comme ça de ton enfance. Fais ça avec tes parents, avec tes frères. Tu donnes un mot et tu dis qu'est-ce que tu ressens, positif ou négatif. C'est quoi la sensation? Tu vois, tout de suite, le cerveau, il va se connecter à… Alors, ça dépend maintenant comment tu as vécu à l'époque quand il y a eu cette musique-là. Hein. Si tu étais quelqu'un qui était triste à cette époque, donc automatiquement, quand tu écoutes cette musique, ça va te remettre dans l'angoisse. C'est une association d'images que le cerveau y fait. Le but, c'est quoi? Des fois, il y a des traumatismes. Des fois, par exemple, une personne, elle a vu un accident. Maintenant, là-bas, la personne a freiné et l'eau, elle a renversé une personne. Okay. Maintenant, le frein, les pneus sur le bitume, ça lui a créé une odeur. Ça crée une odeur maintenant qu'il a senti. Maintenant, dès qu'il sent et ressent cette odeur, ça lui rappelle l'angoisse de l'accident qu'il a vécu. C'est une odeur qui peut arriver. Quelqu'un, il freine comme ça. C'est une odeur qui peut… Il sent cette odeur automatiquement. Voilà. C'est ce qu'on appelle un traumatisme.
Et le but, c'est de séparer en fait les associations qu'on fait, qui sont des fois, ils sont enchaînés. Il y a des techniques qu'on fait pour détacher ça, et que la personne, elle ressent plus le mal elle sépare en fait l'association qu'elle a fait dans son cerveau. Il y a des techniques à faire au niveau dans les pensées ou dans le comment ça s'appelle, ou dans les actes qui vont rééduquer le cerveau à faire d'autres associations. Voilà. C'est traumatisant. Voilà. Et c'est comme ce qu'on appelle c'est comme ça qu'on enlève les traumatismes dans le truc, dans la psychothérapie, quoi, ou la psychologie qu'ils font aujourd'hui. Bref. Maintenant, si je vous dis, une personne, maintenant, je lui dis, et qu'est-ce que tu penses de toi? Je dis toi maintenant. Si je te parle de toi, est-ce que la personne elle va avoir un sentiment positif ou un sentiment négatif? Ça dépend. Ça dépend. D'accord. Mais généralement, si t'es optimiste, d'accord. Mais généralement, une personne elle va dire qu'est-ce que tu penses de toi? Négatif. Et généralement, les gens ils vont aller dans le négatif. Ils vont voir qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Je sais pas. Et Christa, pourquoi t'es. Ouais, machin. Jamais une personne, on va la voir optimiste. C'est rare, les gens comme ça. Les gens, ils ont le visage illuminé comme ça, toujours bonjour, comme ça, ils sont tout le temps heureux. Allez, c'est pas grave, c'est bon, allez, venez, c'est des meneurs. Il y a des gens comme ça, c'est des meneurs dans leur famille, c'est des soleils. Ils viennent, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, allez, truc, il sort comme ça, il chante comme ça, il sort un whisky, il danse avec sa femme et ses enfants. C'est comme ça que ça doit se passer normalement. Une personne, c'est agréable. Cette personne-là, elle met de la lumière chez les gens. Et il y a d'autres personnes, ouais, mais laisse tomber, tout le temps pessimiste, noir. C'est noir, le cœur, il est noir. Il voit tout noir. C'est ce qu'il faut arriver à faire. Et encore plus avec les enfants. Aujourd'hui, les parents, c'est devenu des inspecteurs. Ils enquêtent comme ça pour voir qu'est-ce qu'il a fait en mal, l'enfant. Et, t'as vu? T'as pas fait ci, t'as pas fait ça, tes trucs. L'enfant, il est détruit. Déjà, on l'apprend à être comme ça. Mais en plus, on a détruit sa personnalité. Alors, imaginez-vous l'inverse. Imaginez-vous si on arrive maintenant à saisir le bon point qu'il a et l'encourager. Parce que maintenant, si j'arrive à voir le bon point chez une personne, je peux la ressusciter. Pourquoi? Parce que je peux lui dire exactement ce qu'elle est. En plus du fait que je fais dominer le bien chez elle, excusez-moi, je peux arriver à l'encourager. Et des encouragements, ça fait revivre une personne. Si on arrive à voir le bon point chez une personne et lui dire j'aime bien cette coiffure. En tout cas, ça te va bien. D'un coup, une personne, elle se sent. Je vais raconter une histoire personnelle. Il y avait il y avait comment ça s'appelle il y a une synagogue où ils donnaient des cours. Ils l'ont rénové. C'est une caravane, quoi. C'est une caravane. Ils l'ont rénové de l'intérieur et tout. Ils ont pris une équipe de travailleurs arabes pour faire le travail. Maintenant, ils m'ont dit, les gens à qui ça appartient, ils m'ont dit, je t'en prie, nous, on n'est pas sur Ashdod. Essaye de superviser les travaux. Tu vas de temps en temps, tu vois s'ils font le travail comme il faut, et tu n'aie pas peur, quoi. C'est toi qui gères le truc. Bref, j'arrive là-bas. Non, je crois que c'était des Russes aussi. Parce que dans les synagogues, il vaut mieux mettre des travailleurs juifs, quoi. Bon, et je vois là-bas, ça parle en arabe, etc. et tout. Je me dis, comment je vais leur donner des ordres, ceux-là? Ils vont me voir avec ma barbe, ils vont m'envoyer balader. Ils vont dire, qu'est-ce qu'il veut celui-là, le rabbin là. Donc je me suis dit, comment je vais faire et tout? Je me suis dit, j'ai une technique. Et une personne, quand on lui dit des compliments, elle fout. Elle est complètement. Comment on a expliqué? Si on arrive à voir le bon côté de cette personne-là, et on arrive à lui faire des compliments sur ce bon point, alors ça peut tout changer. Je suis arrivé, je leur ai dit, ils m'ont dit, c'est toi David? Je leur ai dit, je suis David et tout. Ils m'ont dit, c'est toi? Donc ils étaient un peu méfiants parce que c'est vrai que c'est moi qui devais vous donner l'appréciation, quoi. Et je leur dis, qui c'est qui a fait ce travail-là?
J'ai jamais vu un travail pareil. Incroyable. Alors d'un coup, imaginez-vous le chef là-bas du chantier, il avait sa casquette, il a enlevé sa casquette, il a fait un visage d'ange. Fodarav, t'as aimé? Je dis, mais c'est incroyable. Je lui dis, comment tu t'appelles? c'était beau. Il dit Mahmoud. D'un coup, au début, ils m'ont regardé avec un œil, qu'est-ce que tu veux, quoi? Je viens pas de dire quoi faire, toi. D'un coup, il a enlevé sa casquette, genre, il était en signe de respect, quoi. Il m'a dit quoi? Quadrave, tu aimes? J'ai dit, comment tu t'appelles? Il m'a dit Mahmoud. J'ai dit, Mahmoud, tu peux me donner le numéro de ton patron? Je veux lui dire le travail que tu fais, comment il est incroyable. Il m'a dit tout de suite, il a sorti son iPhone, il a appelé. Écoute, le superviseur, il veut te parler. Je le prends des il s'appelait, je sais plus comment, Lior, je sais pas quoi. Lior, tes travailleurs, ils sont incroyables, etc. Ah, t'as vu? Ouais, on a mis le paquet, etc. On t'a mis les meilleurs sur le truc. Là. Ah, l'autre, il était comme un fou. Le chef là-bas des travailleurs, là, il était comme un fou. Il savait plus où se mettre. Il était tout rouge. Il était hyper content. Mais non, j'ai fait exprès. Pourquoi? Parce que derrière, il y avait des défauts. Mais je savais que si maintenant, je lui mettais une bonne réputation, les compliments qu'on allait lui faire, tellement que ça allait le faire plaisir, il ne veut pas gâcher ça pour tout l'or du monde. Donc maintenant, si tu lui dis, ah, par contre, la finition ici, elle est bizarre. Quoi? Ce que j'ai fait, j'ai vu qu'il y avait des défauts. J'ai dit, dis-moi, et ça, vous allez faire ça? Parce que ça ne peut pas rester, comme ça. Il dit quoi? Ils l'ont pas fait? Genre c'est pas de sa faute. C'est juste, il a plein il a massacré. Il dit, mais quoi? Pourquoi t'as pas fini le travail, etc. J'ai ça, et ça, j'en ai fait une liste de choses à faire. Et ils l'ont fait, mais quoi? Dans l'heure qui suivait, ils avaient tout fini. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas perdre pour tout l'or du monde la réputation qu'il avait à mes yeux. De se dire, ouais, mon travail marche. Je suis quelqu'un de bien. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle ne se voit pas comme quelqu'un de bien. Maintenant, pour une fois, on lui dit quoi? Tu es quelqu'un de bien, tu fais du bon travail. Mais ça vaut de l'or. Pour tout l'or du monde, il n'est pas prêt à faire ça. Et donc maintenant, ça c'est une astuce. Je vous donne l'astuce. Si vous voulez que la prof avec votre enfant, la mora ou le truc, elle soit au top, vous écrivez une lettre à la directrice en disant combien cette prof, elle est géniale. La directrice, elle va la convoquer sûrement, elle va dire Kalakavod, en tout cas, on dit que du bien sur toi. Les parents de trucs, ils m'ont écrit une lettre pour me dire combien vous êtes. Donc maintenant, cette prof, elle ne voudra jamais perdre la notoriété qu'elle a. On ne voudra jamais perdre donc elle va tout le temps être la meilleure possible avec cet enfant. Donc on a gagné le. Bon, bref, ça c'est l'astuce. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit par là? Que une personne, on récapitule. La plus haute mida qui existe, le trait de caractère, c'est d'avoir le bon cœur. Pourquoi? Parce qu'avec cette chose-là, on peut faire des miracles. On va arriver à changer n'importe quelle situation en bien. Comment? Il suffit juste de mettre l'accent sur ce qu'il y a de bien et automatiquement on le fait dominer sur son prochain ou sur soi-même. Ok? Surtout dans un couple, si on arrive à voir le bien chez l'autre et on voit ce qu'il apporte, ce qu'il m'apporte, et pas on voit ce qu'il oublie de me faire, ce qu'il m'a pas fait. Parce que la clé dans le couple, c'est quoi? De voir qu'est-ce qu'on fait pour toi. Regarde tout ce que ta femme, elle te fait, la cuisine, et les machins, et le ménage, et quand tu rentres, c'est propre, et quand tu rentres comme ci. Pas le fait qu'il manque du sel, ou que la chemise, elle n'est pas comme ça, ou que le son, c'est là. Tu t'arrêtes sur des petits détails. Regarde le bien qu'il y a. Et elle, pareil, elle voit le fait qu'il a laissé, je sais pas, ses chaussettes, tout ça. Regarde le fait qu'il se bat du matin au soir pour amener la parnassa, pour amener le truc, pour s'occuper de. Ah, vous comprenez? Si une personne voit ça, automatiquement, ça amène le bien, parce que chaque personne, elle est bonne. Le bien, il y a en chacun d'entre nous, et même si, écoutez, cette histoire, elle est incroyable. Hein? Vous avez une question? Le Shalom Bayit? Que quoi? C'est que ça le Shalom Bayit. C'est que ça le Shalom Bayit. Le Shalom Bayit, c'est que de voir le bien chez l'autre. Sinon, on voit le mal et ça dégénère, exactement. Maintenant, vous allez me dire quoi? Alors, même s'il n'y a que des Rishaïm, même s'il n'y a que des. Comment on peut amener le Shalom maintenant? Regardez, cette histoire, elle m'a marqué, parce que j'ai vu en finir avec ça, le fait que on peut arriver, rien qu'en voyant, en regardant le bien chez une personne, amener le Shalom sur toute la terre. Écoutez cette histoire comme elle est incroyable.
il y a une vingtaine d'années, 25 ans, en plein un quartier vraiment catastrophique en Israël, la drogue, la délinquance, les vols, les trafics, les cambriolages, etc. La police, elle ne sait plus quoi faire. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Là-bas, dans ce quartier-là, il y a une famille religieuse, une petite famille religieuse, bien élevée. Ils ne savent pas ce qu'ils font ici. C'est les seuls qui sont là. Ils se sont retrouvés. Il y a l'un des enfants, Shlomo, son surnom, il l'appelle Momi. Shlomi, Momi, il l'appelle Momi. Okay, à l'âge de 7 ans, il commence à sentir des douleurs au ventre. Et bon, ils vont à l'hôpital, ils font des examens, ça va, tout va bien. Et ça continue. Ils ne savent pas ce qui se passe, ils font des examens un peu plus poussés. Jusqu'à que le médecin il convoque les parents et ils disent malheureusement, il y a une tumeur et il ne reste plus beaucoup à vivre. Lo alechem, lo alenu. Quoi? Ils apprennent la nouvelle. Il n'y a rien à faire. La tumeur, elle a un stade avancé. On peut maximum repousser un petit peu, mais c'est une histoire de quelques mois. Bon. Les parents, ils lui ont annoncé, bien qu'il n'a pas trop compris, il a 7 ans. Et ils ont essayé de profiter un maximum de cet enfant. Un enfant avec des qualités incroyables, une maturité énorme, exceptionnelle. Et des midotes vraiment. Et les parents, ils sont brisés. Mais d'un autre côté, il reste quelques mois. On ne peut pas se morfondre. Peut-être que. Et donc, ils prient, ils espèrent, et ils profitent un maximum de cet enfant-là. 7 ans. Bref, un jour, le petit Momi, il dit à sa mère, maman, dis-moi, tu m'as jamais dit ce que je voudrais être quand je serai plus grand. Tu m'as jamais posé la question. Non, sa mère, elle savait pourquoi elle avait posé la question. Il prenait pas conscience, lui, de ce qui allait se passer. Elle lui dit, c'est vrai, t'as raison. Qu'est-ce que tu voudrais être quand tu seras plus grand? Je voudrais être policier. Bon, et s'il lui restait pas quelques mois à vivre, elle aurait expliqué que, bon, il faut être Talmid Chacham ou Tzadik. Mais là, d'accord. Et elle a eu une idée. Elle est partie au poste de police. Et là-bas, elle a vu le commissaire, Mordok, il s'appelle. Mordechai, son surnom Mordok. Et elle lui dit, écoutez, il faut que je vous parle. Donc il lui dit, bien sûr, Baruch Hashem, vous êtes la seule dans le quartier qui nous a jamais fait de problème, donc je pense que vous venez pas annoncer une mauvaise nouvelle. Il dit, malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle, mais pas dans ce que vous pensez, quoi. Mais je lui explique. Donc, mon fils, Momi, 7 ans, etc., les médecins, ils ont annoncé il m'a dit que son rêve, c'est d'être policier. Est-ce que vous pensez qu'on peut essayer de le faire participer comme ça de temps en temps, avec un petit uniforme et tout? Il réfléchit, il lui dit, débrouillez-vous un déguisement de policier, et moi je lui donnerai le reste. Le badge, la casquette, la ceinture, et je le prendrai avec moi de temps en temps. Allez, on va le faire kiffer. Si ça peut lui donner un petit bras, ça en fait, ça peut le sauver. Ah, il était content, il va chercher un déguisement de policier, et là-bas, il lui dit, Momi, aujourd'hui tu commences dans la police. Ouah, il était hyper content et tout. Super. Tu vas être policier, mais tu vas être l'associé de Mordok. Quoi, le commissaire? Oh, il était comme un fou. Voilà ton déguisement, enfin ton uniforme. Elle lui donne. Et il se retrouve comme ça, hyper content. Il lui met le badge de policier, le truc, la casquette. Bon, elle lui tombe un peu, quoi, mais le truc. Bon, on va pas de trucs. Mais en ce temps, ils le prennent pour des trucs de routine, quoi. Jusqu'à que la rumeur, elle a tourné qu'il y a un enfant qui a malheureusement la maladie, qui lui reste quelques mois et qu'ils le font kiffer. Ils font un peu tourner pour lui faire un peu plaisir parce que son rêve, c'est d'être policier. Maintenant, la rumeur, elle a tourné. Même les délinquants, ils ont entendu ça, ils se sont dit, attends, si c'est ça, alors il faut le faire kiffer. Il ne faut pas qu'il fasse des petits trucs de routine. Ils ont commencé à envoyer des informations. On a une information sur une marchandise volée, mais on vous donne les infos que si c'est Momi qui va la chercher. Ah, imaginez, même les voleurs, maintenant, ils ont laissé tomber la marchandise, pas vouloir rendre, mais que ça soit lui qui kiffe. Il dit Momi, on part et tout machin, et les gyrophares, les sirènes à fond, etc. Il part et le petit, il est à côté dans la voiture. Et ils arrivent là-bas dans un hangar avec les 3-4 voitures et tout. Oh, machin, oh, regarde la marchandise. Des postes de radio volés, des machins, etc.
Il lui est comme un fou. Il raconte à sa mère, maman, regarde ce qu'on a fait. Il devient, après une cargaison de drogue. Alors, ça coûte cher la drogue. Même ça, ils ont laissé passer à une seule condition, c'est Momi qui vient prendre la cargaison. Et comme ça, à un moment, il y avait un vrai délinquant qui devait faire une perquisition chez lui. Et il lui dit, par contre, c'est vrai que ça pouvait dégénérer, donc il lui dit, Momi, reste dans la voiture, d'accord? Là, on va monter. Attends-nous 2 secondes. Ils arrivent comme ça, ils attrapent le mec, etc. Ils font une perquisition dans sa maison, et je sais pas, ils devaient chercher des preuves et tout. Et d'un coup, ils voient le petit Momi débarquer. Il a pas tenu le pauvre, il voulait pas rester dans la voiture. Il a débarqué. Non, il voit celui qui était perquisitionné, un des délinquants, un des mecs de la mafia. Là, c'était toute une mafia qu'ils avaient. Des mafias, des Russes, des Éthiopiens, les Marocains, tout plein de bandes comme ça. Et après, il lui dit, il le connaissait bien tout le monde, tous les délinquants, il le connaissait. Il dit, dis-moi, il attrape maintenant le mec. Il dit, dis-moi, Mordechai, t'en as pas marre? Il dit, Momi, t'as raison. Non, il savait très bien qu'il fallait jouer le jeu, quoi. Il dit, c'est pas dommage, tu vas encore aller en prison, viens. Il dit, bon, c'est bon, j'arrête. Il lui dit, bon, mets ta main sur la mezouza. Il met la main sur il dit, promets que tu recommences plus. Il dit, je promets, je recommence plus. Non, le mec, c'est un trafiquant de drogue. Il lui dit, c'est bon, Mordok, c'est bon, t'inquiète pas, il va plus recommencer. Non, il a joué le jeu, les mecs, ils étaient fans de lui. Chaque malheureusement, son état, il s'est un peu dégradé. Et la patrouille de police, elle s'est transformée un jour en ambulance. Ils ont dû vite l'amener à l'hôpital, il commençait à maigrisser, etc. Et un jour, il a fait une crise. Ils l'ont amené à l'hôpital. Et les médecins, ils ont dit, ça y est, malheureusement, c'est ces derniers instants. C'était 20-25 ans, un truc du genre. Et donc, la famille, elle se retrouve. Maintenant, imaginez-vous que l'hôpital, il se remplit de voyous. Quoi de voyous? De tous ceux. C'est simple, c'est-à-dire que là-bas, tout le commissariat, toutes les voitures de police qui existaient dans la ville, ils sont arrivés. Entre parenthèses, la maman, elle avait peur comment ça s'appelle, qui dérange. À chaque fois, elle est vérifiée. Elle disait, vous êtes sûr que ça vous dérange pas, etc. de prendre avec vous. Et comment ça s'appelle, le commissaire lui disait, il dit, vous rigolez? Il a fait en 20 ans ce qu'on aurait pu faire, il a fait en quelques mois ce qu'on aurait pu faire en 20 ans de travail avec les meilleurs, comment ça s'appelle, les meilleurs moyens. On aurait pu arriver à ce qu'il a fait comme Shalom dans le quartier. Maintenant, imaginez, il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus rien du tout, il n'y avait plus de trafic, il n'y avait plus rien. Tout le monde était, comment ça s'appelle, positionné sur le fait de comment on va le rendre heureux, ce petit. Comment on va lui faire plaisir et tout. Et dire, il a fait en quelques mois, il a fait ce qu'on aurait pu faire en 20 ans de travail de police avec les meilleurs moyens. Il a instauré le Shalom dans le quartier. Bref, ils se retrouvent à tous à l'hôpital. L'hôpital, il se remplit de voitures de police et de voitures de délinquants. Toutes les mafias, ils sont là. Toutes les bandes. Non, le point commun entre les policiers et eux, c'est les seuls qui n'utilisent pas le service de parking. Tous étaient garés à même la route, quoi. Genre, tous des grosses voitures, des machins, les voitures de police et tout. Imaginez-vous, le couloir là-bas, il se remplit de policiers et de ceux qui recherchent. Et des délinquants. Les deux comme ça, en train de prier, de faire des télim, de savoir ce qui va s'en sortir, etc. Dans la chambre, la famille, ils sont en train de pleurer. C'est les derniers instants. Et le commissaire, il rentre. Il dit, je peux rester avec vous. Et d'un coup, il y a un autre qui tape à la porte. C'est qui? C'est le parent de toute la mafia. Il dit, moi aussi, je veux être là. Le commissaire et le parrain de la mafia. C'est une vraie histoire. Hein. Et il ouvre les yeux, Momi, et il voit le commissaire. Il dit, Mordok, il est où mon chapeau? Alors tout de suite, il enlève son chapeau, il dit, tiens, il a dû tomber et tout, je te remets. Il lui a mis, bon, il était tellement mec qu'il est tombé. Et il lui dit, il voit le chef de la mafia. Il dit, toi aussi, t'es venu? Quoi, vous êtes venu pour faire la paix? Et il lui dit, oui, on est venu pour toi, pour faire la paix pour toi, pour que tu puisses guérir et tout. Et il dit, ça me fait plaisir ce que vous dites. Et il dit, dis-moi, Mordok, j'étais un bon policier? Il dit, bien sûr. Maintenant, plus personne ne pouvait retenir ses larmes. Le policier lui-même, l'autre, le parrain de la mafia, là-bas, il s'est retourné, il n'arrive plus à retenir ses larmes. Et le policier, il fond en larmes, il ne peut plus tenir. Et comme ça, il finit
en disant à ses parents qui les aiment, merci de m'avoir donné à être policier. Merci maman, merci papa, je vous aime. Comme ça, il a rendu sa Neshama. Imaginez-vous une petite Neshama comme ça, une pureté qui a ramené, écoutez bien, après cette histoire, il n'y avait plus de guerre entre policiers et délinquants. C'est-à-dire chacun, il a compris ici le monde, le sens du monde. Le petit, il a réussi à ramener la paix entre des gens bien et des gens mauvais. Il a sorti le bien qu'il y avait c'est un quartier que les gens disaient, mais c'est désespéré. Comment on peut sauver la situation? Hachem, il a envoyé une Neshama, il devait partir, faire le shalom et revenir. Imaginez-vous maintenant, quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, alors imaginez-vous le Mashiach quand il va arriver. Que toutes les guerres qu'il y a entre les partis en Israël, entre les religieux, les non-religieux, dans les religieux, les Chabad, les Breslev, et les Datiloum, et les Haridim, et les machins, et les trucs. Comment, quand le Mashiach va arriver, il va arriver à faire la paix comme ça entre eux. De cette histoire-là, si Hachem il a réussi avec un enfant, un scénario où le commissaire de police, il prenait dans ses bras le parrain de la mafia, celui qu'il espère, la haine qu'il avait contre lui, d'en découdre avec lui, les deux en pleurs en train de se prendre dans les bras. Mais ça, tous en train de se prendre dans les bras, la paix ensemble, c'est-à-dire de vivre dans le shalom comme ça. Comment Hachem a trouvé un scénario pareil? Ça existe. Pourquoi? Parce qu'il y a du bien en chacun d'entre nous. Et c'est à nous de le trouver, à nous de le chercher pour pouvoir faire la paix déjà à l'intérieur de nous, dans notre couple, avec nos enfants, avec notre femme, avec nos proches, et de voir le bien chez autrui, de travailler son cœur comme ça, d'avoir le left-over, pour qu'après on puisse amener la délivrance sur nous, sur l'âme Israël, les carottes. Amen. 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 Amen.